Épisode 9, Schizogénie, c'est écrit par Jessica Scott. Alors Jessica Scott, on ne sait pas grand chose sur elle, en fait c'est une ancienne gradée de l'armée, elle n'a pas beaucoup écrit, elle a quand même écrit un bouquin, là malheureusement j'en sais pas plus, mais qui parle justement d'écriture et de la guerre en Irak, combo explosif s'il en est. Donc elle a écrit un seul épisode pour la série X-Files, avec la participation d'un certain Mike Volliger, scénariste aussi peu productif, j'ai rien vu de remarquable sur son CV. Par contre, le réalisateur, ça c'est intéressant, il s'appelle Ralph Emaker. Alors il a réalisé un seul épisode pour la série X-Files, mais il en a signé plusieurs pour la série Millennium, et on va voir au cours de cette chronique qu'il y a plusieurs renvois à la série cadette de Chris Carter. Déjà le titre, alors le titre ça peut rappeler la schizophrénie, mais en fait c'est un terme botanique que j'ai du mal à reformuler malgré le fait que je bosse déjà dans une pépinière, donc je vais copier-coller ce que j'ai vu sur internet. Donc ça qualifie en fait des cavités, des poches ou des canaux sécréteurs nés de l'écartement de cellules sécrétrices, comme chez les eucalyptus et les millepertuis. Pour être tout à fait honnête, j'ai même potassé une encyclopédie universalis, j'ai toute la collection. J'ai même dû potasser l'index parce que en regardant le corpus, y a rien sur schizogénie. Et effectivement, alors l'index, faut savoir que ça tient sur plusieurs volumes dans l'encyclopédie universalis. Et en fait, ça me renvoyait à Coccidia, qui est en fait un parasite. Donc j'ai essayé de faire un effort, mais franchement, je me suis arrêté à ce paragraphe. Donc je vais vous faire la lecture. La schizogonie s'effectue chez la proie tandis que la gamogonie et la sporogonie sont strictement localisées dans la paroi de l'intestin du prédateur. Bon là ça va, et là vous allez voir c'est costaud. Les schizontes sont logés dans le cytoplasme même de la cellule hôte. Leur noyau devient géant puis se fragmente et donne un grand nombre de mérozoïtes. C'est garni de plusieurs illustrations, mais alors là j'avoue que j'ai lâché l'affaire. Alors l'idée qu'un épisode mette en avant le choc de personnalité au sein d'une même femme a déjà été exploitée plusieurs fois dans la série. Donc on se souvient de Aubrey, de Le Pré où je suis mort. Mais ici donc c'est au sein d'une thématique un petit peu différente, la manipulation mentale sur des adolescents perturbés. En effet, une psychologue qui pervertit mentalement ses patients pour qu'ils gagnent en confiance. Ce sont effectivement des patients victimes de harcèlement scolaire, d'exclusion, et qui sont donc de très bons réceptacles pour les manipuler. Ça me renvoie un petit peu à ce mangaka que j'adore, qui est Kazuo Umezu. Donc je fais un petit plan sur ma collection de Kazuo Umezu, mais franchement si vous avez l'opportunité de lire Patisum, c'est sans doute ce que j'ai préféré. Il y a quand même L'école emportée et Orochi qui lui tiennent la dragée haute. Mais bon, je me suis promis d'éviter de faire trop de digression pour cette chronique. C'est un épisode en tout cas dont le visuel est parmi, je pense, les plus remarquables depuis le début de la série, avec sa forêt dévoilée comme un lieu cauchemardesque proche des contes de fées. Donc on pense un petit peu à Sleepy Hollow. J'avais mis le DVD de côté, donc Sleepy Hollow de Tim Burton, c'est sans doute un de ses dernier bon film, même si déjà il recyclait quand même pas mal de choses qu'il avait faites auparavant. Donc la référence évidemment elle est motivée par les arbres qui saignent, par les racines qui sont une entité à part entière, la décapitation finale. J'ai pensé aussi à Something, la créature du marais. À la base, donc, c'est une œuvre de Vane et Braxton. D'ailleurs, Alan Moore a écrit quelques histoires, il a apporté des éléments très marquants dans la BD, donc ça me permet de faire un petit pont avec la chronique précédente. Ce sont des comics que je n'ai pas relus depuis des années, mais il y avait un concept repris dans l'histoire de cet épisode où les racines permettent au corps de disparaître et de réapparaître à un autre endroit, ce qui va expliquer le côté psychose avec ce cadavre momifié à la fin. Quand Mulder va profaner le cimetière pour ouvrir sur ce cercueil, c'est pas la première fois qu'il profane un cimetière, on va trouver des racines à la place du corps. C'est d'ailleurs assez récurrent dans la série, on remplace le cadavre soit par un singe, comme dans l'épisode pilote, soit par du sable dans l'épisode Emily, qui était là, dans la deuxième partie, 2-3 épisodes auparavant. Donc on a une ambiance très psychose d'Alfred Hitchcock, qui sont appuyés à plusieurs moments dans notre épisode. Donc on se rappelle dans le film Hitchcock, avec la maman dans la cave qui est plus très fraîche. Et puis on y pense aussi parce que le coupable de l'épisode,
souffre d'une schizophrénie, quoi qu'on a quand même une teinte paranormale, donc il peut en tout cas changer de voix pour passer à une autre personnalité, et c'est donc appuyé par la qualité esthétique de cet épisode, hein, c'est vraiment sa première qualité. J'avais évoqué les teintes automnales du premier segment Emily, mais ici franchement les potards sont vachement poussés, hein. On retrouve les teintes dorées, roussâtres pour les scènes diurnes, et les teintes oscillant entre le bleu et le noir pour les scènes nocturnes, hein. Donc on est vraiment dans le conte de fées intemporel, on retrouve la substance des contes des frères Grimm. William Friedkin a tenté de s'en approcher pour son film d'horreur qui est assez moyen, malheureusement, L'Anurs. Déjà, bon, il faut quand même savoir que c'est un film qui est venu alors qu'il était en pleine période de conflit judiciaire avec son ex-femme, après un divorce où il n'avait pas le droit de garde de son enfant. Il était aussi en pleine dépression, et ça se ressent hein, dans le film. C'est un film donc qui est très inégal, mais qui capte quand même un ton, une humeur, et le clou du spectacle, bah, c'est cet arbre en fait, qui a vraiment quelque chose d'organique, malaisant. Et je trouve aussi qu'on retrouve cette atmosphère dans toutes les séquences de jour, dans la série Millennium, donc la série cadette d'X-Files. C'est une série finalement qui est très automnale, une saison finalement l'automne qui sied bien à ce genre de thriller et qui est propice à cette espèce de flottement de personnages plus versés dans la mélancolie. I become capability, I become the horror. What we know we can become only in our heart of darkness. It's my gift. It's my curse. D'ailleurs, la référence à Millennium, on peut l'appuyer davantage parce que dans le rôle de la psychologue, on a Sarah Jane Redmond qui jouait un rôle récurrent dans la série. On l'a déjà croisée dans un rôle dans l'épisode Aubrey dans la saison 2, et puis elle tient d'ailleurs un petit rôle dans le film I Want to Believe. Donc dans cet épisode, elle est franchement pas mal du tout. En tout cas, elle fait pas le numéro cabotin pénible de Christine Kloc dans Le Pré où je suis mort, hein, vous savez, où elle tordait la bouche. Quand elle faisait ça, on dirait franchement Peter Falk de Colombo. Je suis désolé, hein, mais Le Pré où je suis mort, c'est vraiment pas un épisode qui passe. Donc on a tous les éléments qui sont réunis pour en faire un must de la série, mais malheureusement, 1000 fois hélas, plusieurs petits défauts s'ajoutent, hein, comme les scènes criminelles qui sont surdécoupées. Alors on n'est pas dans le surdécoupage de Psychose, vu que j'ai évoqué plusieurs fois Psychose, par exemple la scène de la douche. Non, ici, le surdécoupage tient plutôt lieu de cache-misère, en fait, sans doute par manque de temps. Les meurtres ne sont pas clairs de base, et justement l'enquête est là pour déterminer ce qui s'est passé. Seulement on tente de montrer le confus, c'est-à-dire on va trop vite, on comprend pas par quoi, par qui en fait un tel est défenestré, comment la branche en fait éventre telle personne, ou comment cette branche expose la vitre de Mulder. Et puis il y a aussi les scènes avec le voisin bûcheron qui fait un peu stresser Scully. Seulement il y a un truc qui fonctionne pas, je trouve. Il y a dans la réaction de Scully, il y a quelque chose qui est pas normal, pas plausible, surtout de la part d'un agent du FBI. Donc encore une fois, les apparitions du bûcheron sont très très belles. C'est aidé par la magnifique photo. Bon, visuellement, ça m'a rappelé même certains jeux vidéo, notamment Resident Evil 4 ou même Alan Wake, parce que dans ces jeux, les bûcherons sont vachement inquiétants. Donc là, dans cet épisode, le bûcheron ne semble pas avoir des velléités meurtrières envers nos agents. Seulement, il garde sa hache en main pour discuter avec elle. Bon, elle prend ses distances, on peut comprendre, mais à aucun moment, elle lui intime en fait de poser sa hache. C'est très curieux. Il y a quelque chose de pas naturel, de pas crédible. À la fin, par exemple, quand le bûcheron décapite la méchante, il se casse tranquillement, hein, en disant un truc du genre c'est bon, c'est fini. C'est limite si Mulder ne lève pas le pouce comme ça et puis lui dit ok papy, c'est bon. Le bûcheron lui pose ensuite aucune question. Les arrivées du bûcheron dans l'épisode sonnent comme un Deus Ex Machina très mal amené, donc c'est quand même dommage. C'est pas tellement le comédien qui pose problème, c'est que c'est pas assez développé, donc franchement c'est dommage. Ouais, c'est peut-être pas étonnant qu'ils aient pas écrit grand chose comme script, hein, ces deux-là. Bon, c'est quand même un épisode que j'apprécie, qui me fera
frustre parce qu'il aurait pu être un de ces épisodes éco-horrifiques absolument magistraux, et comme de bien entendu, c'est un épisode qui se fait dézinguer chez mes bons amis du coin pop. Alors j'ai réécouté leur avis car j'avais oublié cet épisode. Alors un des intervenants le sauve pour ses visuels, donc au moins on peut dire qu'il y a un consensus là-dessus. Après, moi je ne suis pas très exigeant moi sur le scénario, hein, il peut être très mécanique, mais si quelque chose m'aspire, que ce soit par exemple l'ambiance, les personnages, donc ici ce sont les arbres, j'ai tendance à me focaliser sur ce qui me plaît. L'interprétation donc est importante. On a ici un certain Chad Lindbergh qui campe un de ces ados perturbés, comme on en voit régulièrement dans la série. Il est un peu le prolongement de ce qu'a fait Jack Black et Giovanni Ribisi dans Coup de foudre. Mais il me fait aussi et surtout penser à ce personnage qui était joué par Ben Foster. Mais j'ai le DVD d'ailleurs, joué par Ben Foster. Otage, avec Bruce Willis. Putain, je le remarque très bien, c'était franchement un bon film d'action qui n'était pas peut-être aussi bon que Nick Gap. Hein. C'était vraiment une sorte de... Je croyais que c'était une sorte de remake de Nick Gap. Sans doute un des derniers très bons films avec Bruce Willis. Et est-ce qu'on parle un petit peu de la musique d'Alexandre Desplat? Elle est vachement bien la musique. Et le générique était vraiment chouette. Je l'avais vu 2 fois au cinéma. Une fois tout seul et une fois avec mon bon ami Nicolas Quedville-Jodin de la Bibliothèque historique de Paris. Bon, pour terminer, je vais faire la lecture du grand livre d'X-Files. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah ça tient en 2 lignes. Schizogonie a pour invité vedette Sarah Jane Redmond, la démoniaque Lucy Butler dans Millennium. C'est l'histoire d'un verger possédé par l'esprit d'un patriarche violent. Ouais, bah en fait, eux ils savent faire concis. Hein. A series of deaths, unimaginable. What came out of his stomach? Bizarre evidence. Mulder, where's the body? That's unexplainable. Have you determined if the neck injury was caused by the fall? What else would it have been? And a shocking ending that's unbelievable. The X-Files, an all-new episode Sunday at 9, 8 Central.